Salut, c'est Monsieur Keiju. Il y a quelques semaines est sorti le film Godzilla 2. Du coup, je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de vous présenter un peu l'univers de Godzilla. Bon, déjà, vous l'aurez peut-être compris, je suis un gros fan de Godzilla. J'ai des posters, j'ai des t-shirts, j'ai la collection de jouets, j'ai les jeux mobiles et les jeux consoles. Bref, je suis un fan ultime de la série Godzilla. Du coup, pour commencer, on va vous faire une rapide introduction à Godzilla. Juste pour vous expliquer la structure de cet épisode, il y aura deux grandes parties. La première partie sera un raconte-moi sur l'univers de Godzilla et sa mythologie. La seconde partie, elle, sera une critique du film qui est sorti. Déjà, Godzilla, c'est un monstre de cinéma japonais et une figure emblématique de la culture populaire. Créé par Tomoyuki Tanaka et le studio de la Toho, il révolutionne le genre du kaiju. En gros, c'est les films de monstres du cinéma. Le thématique de la saga exploitée est simple. C'est le thème de l'écologie et la peur nucléaire dans un Japon d'après-guerre traumatisé par les bombardements. Et pour mieux comprendre Godzilla, parlons du tout premier film, Godzilla de 1954. Souvent considéré à tort comme un film de monstres simple et naïf, on s'aperçoit à la projection de la version originale que Godzilla est bien plus riche qu'on aurait pu le croire. En fait, le film est une immense métaphore. Un amiral japonais déclara après l'attaque de Pearl Harbor « Nous avons réveillé un géant endormi ». Il se pourrait même que cette phrase ait inspiré directement le scénariste. Encore traumatisé par les attaques de Nagasaki et Hiroshima, le Japon trouve à travers Godzilla un moyen de montrer les ravages causés par la bombe. Plusieurs scènes et plusieurs images y sont directement liées. La ville détruite en flammes, après le passage du monstre ou alors l'impuissance de l'armée japonaise face à un dinosaure radioactif. D'autres scènes, bien plus dures, semblent inspirer directement la réalité. L'une des plus poignantes, une infirmière mesurant le taux de radioactivité des enfants faisant signe d'impuissance de la tête, ou encore l'hôpital surpeuplé et les enfants en larmes. Tout ceci est renforcé par deux choix de mise en scène essentiels. Un scénario filmé comme un documentaire, alternant des annonces officielles, des discussions de savants, mais aussi le noir et blanc austère donnant au décor détruit beaucoup plus de poids. D'ailleurs, la ressemblance entre les photos d'Hiroshima après la bombe et les décors du film sont particulièrement ressemblants. D'ailleurs, pour la petite histoire, Godzilla à la base c'est du japonais Gojira, qui est un mélange entre gorilla de gorille et Kujira, qui veut dire plus ou moins baleine. Donc techniquement Godzilla, c'est un gorille-baleine. Tu prends un gorille, une baleine, et paf, ça fait des chocs à pic. Godzilla actuellement, c'est plus de 38 films, des apparitions à la télé, des comics, des mangas, 39 jeux de console et une collection entière de jouets. Bref, il a profondément marqué la société actuelle. Maintenant, laissez-moi présenter quelques monstres iconiques de la licence Godzilla. Bon, déjà on a Gigan, qui est une espèce de robot alien venu de l'espace. King Caesar, qui lui est une divinité d'un peuple ancien. Ebida, qui est un homard radioactif, où je sais c'est tiré par les cheveux. Anguirus, un dinosaure qui a survécu à l'extinction et qui revient en tant qu'allié de Godzilla. Kumanga, une araignée géante vivant sur l'île des monstres. Et Destroya, qui lui a réussi à tuer Godzilla. Bon, maintenant que vous êtes à peu près rodés avec l'histoire générale de Godzilla, on va passer à la critique du nouveau film. Bon, déjà, pour l'histoire, on doit avouer qu'elle est en carton voire en papier mâché. Mais bon, le but d'un bon film de Godzilla, c'est juste un scénario fait par un enfant sous LSD et des villes détruites. Et puis le problème, quand tous les films d'Hollywood en ce moment, c'est que forcément, faut qu'ils mettent une histoire d'une famille américaine. Mais bon, comme dirait ton oncle bourré raciste en fin de repas de famille. Excusez-moi, mais quand je regarde un match de boxe entre crocodiles géants, c'est pas pour voir des Américains faire petit secret entre voisins. Un point positif maintenant, l'animation des combats. Et putain qu'elle est réussie. On ressent la puissance de chaque monstre. Rien que les pas quand ils marchent, on sent la terre trembler. Les coups, on sent la puissance. C'est juste tellement plaisant de voir deux énormes monstres se défoncer la gueule en détruisant une ville entière. Et ça en devient presque beau même. Un autre point fort, c'est l'adaptation visuelle des monstres. Parce que, excusez-moi, mais on passe de ça à ça, de ça à ça, et surtout de ça à ça. Donc là, il y a eu un vrai travail pour les remettre au goût du jour, et c'est pas plus mal. Même si King Ghidorah restera forcément iconique, que ce soit les anciennes ou les nouvelles versions. Le point qui m'a le plus gêné, je dirais, c'est les titans. Parce que dans le film, on nous présente les titans de base, Godzilla, Rodan, King Ghidorah, Mothra, King Kong, mais qu'on ne voit pas. Et puis il y a les autres titans, ceux qu'on aperçoit vite fait. Et là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel qu'ils nous en fait? Un mammouth géant, une mycose vivante, une montagne et les mutos. Les mutos sont morts. Il y a près d'une trentaine de kaiju iconiques dans l'univers de Godzilla, et pourtant, ils ont réussi à nous pondre des titans. Je sais pas s'ils les ont inventés ou s'ils les ont récupérés au fond de la corbeille, mais vraiment, même un crapaud
Radioactif électrique est plus connu, et je déconne même pas, regardez Gabala. Moi pour le conseil, j'aurais plus dit à la place de Mammouth King Caesar, à la place de cette espèce de mycose, j'aurais mis Kuonga. Pour les mutos, j'aurais remplacé par Ebira, et pour la montagne, j'aurais mis Anguirus. Et là, les fans auraient été vraiment satisfaits des titans. Et pour finir sur une note positive, parce que le film, on sent qu'il y a un vrai travail derrière, c'est les adaptations sonores et les références qui ont été faites. Parce que le film est bourré de petites références que vous aurez si vous êtes fan comme moi des films. Par exemple, les jumelles de l'île de l'enfant. Ou encore le cri des Kaiju qui a été remis au goût du jour, mais même s'il a été remixé, on reconnaît toujours les versions originales. Ou même mieux, des musiques iconiques de la saga qui ont été remises au goût du jour. Je vous donne par exemple un extrait de la bande-son de Mothra du premier film et la bande-son de Mothra actuelle. Lusto willado hamba hamba muyang danda banguradan tonyu kana kasakuyang. Voilà, j'ai conscience que cet épisode était plus long que d'habitude, mais déjà il n'y avait pas de vidéo la semaine dernière et puis surtout c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de présenter un domaine que j'adore et du coup j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas en commentaire à me mettre des sujets que je voudrais que je parle ou des sujets dans lesquels je voudrais que je vous donne mes avis ou toute autre idée de vidéo. Voilà, laissez un pouce bleu et ciao.